Nous aborderons aujourd'hui un deuxième chapitre dans la continuité du cours de la BPCO, qui est en fait une complication de cette dernière. C'est le diagnostic et le traitement des exacerbations des BPCO. Je commencerai d'abord par une définition de l'exacerbation de la BPCO, qui est la majoration des signes préexistants connus par le malade, soit apparition d'un ou de plusieurs symptômes qui n'existaient pas, à savoir tels que la toux, l'expectoration ou la dyspnée, sans préjuger cependant de la gravité de l'épisode décrit. Maintenant, si le pronostic vital est mis en jeu, on parle alors de décompensation. Comment alors faire le diagnostic de ces exacerbations et évaluer leur gravité? Pour le diagnostic, deux tableaux vont se présenter. Donc, premièrement, soit que le malade est connu comme porteur d'une BPCO et dans ce cas, le diagnostic d'exacerbation est facile si ce dernier présente une majoration des symptômes, à savoir un essoufflement et dyspnée, de la toux, voire augmentation du volume de l'expectoration, débutant de façon ou de manière aiguë, c'est-à-dire l'apparition de ces symptômes doivent survenir de façon aiguë et vont durer plus de 48 heures malgré un traitement de fond habituel. Cet épisode d'exacerbation, s'il va durer, il va réaliser alors au maximum un tableau de détresse respiratoire aiguë et on parle alors de décompensation. Aussi, la connaissance des valeurs fonctionnelles, c'est-à-dire des éléments de l'EFR et les gaz du sang, antérieurs du patient, réalisés en dehors de l'exacerbation, c'est-à-dire mesurés à l'état de base, vont nous permettre de juger de la gravité de l'épisode actuel. Maintenant, si le malade n'est pas connu, comme BPCO, là, il faut reprendre toutes les étapes de diagnostic, à savoir la notion de tabagisme, la toux et l'expectoration chronique qui a été jusque-là négligée par le patient, voire une dyspnée d'effort banalisé. Ces éléments vont nous orienter vers le diagnostic d'une BPCO. Quant à l'épisode d'exacerbation actuelle, l'interrogatoire va rechercher une aggravation récente de la symptomatologie, c'est-à-dire une augmentation ou une majoration ou une aggravation d'une dyspnée préexistante avec apparition de sibilants à l'auscultation et voire même oppression thoracique. Cette dyspnée peut être plus ou moins associée à une toux tenace, soit qu'on va assister à une augmentation de la toux avec expectoration qui devient abondante, voire même purulente, si surinfection d'aggravation aussi récente. N'oubliez pas aussi de rechercher une comorbidité qu'il faut, c'est-à-dire traiter, puisqu'elle va aggraver l'épisode de l'exacerbation. Afin bien sûr de la stabiliser, toujours dans le cadre de la BPCO inconnue, on doit faire un examen clinique à la recherche de signes de BPCO qui vont orienter le diagnostic. N'oubliez pas de rechercher en cas d'exacerbation les signes de gravité d'une décompensation aiguë. Donc, parmi ces critères, on a des critères ou des signes cliniques et des signes fonctionnels respiratoires. On commence par les signes cliniques. Il y a les signes respiratoires, c'est-à-dire que le patient va présenter beaucoup plus une polypnée avec une fréquence respiratoire élevée,
une respiration, c'est-à-dire abdominale paradoxale avec balancement thoraco-abdominal, avec mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, à savoir un tirage susternal ou intercostal. Également, le patient va présenter une cyanose et bien sûr une désaturation, c'est-à-dire une saturation à l'oxygène qui est inférieure à 90. Pour les signes cardiovasculaires qu'il faut rechercher, également qui sont des éléments de gravité, c'est surtout une tachycardie avec une fréquence respiratoire élevée, une hypotension, des œdèmes qui témoignent d'une atteinte cardiaque, des troubles du rythme également et des marbrures, c'est-à-dire qui vont témoigner soit d'un état de choc ou d'un choc infectieux. Également, il y a des signes neurologiques qui vont de l'agitation à la confusion, voire obnubilation et état de coma. Quant aux critères fonctionnels de gravité, on a les valeurs spirométriques qui sont surtout le débit expiratoire de pointe ou le DEP qui est inférieur à 100 ml par minute et le VMS qui est inférieur à 1 litre. Donc ces chiffres donc, retrouvés au cours d'un épisode aigu témoignent d'une exacerbation sévère, sauf chez les malades qui ont, c'est-à-dire ces valeurs antérieurement basses. Pour les gaz du sang, une pression artérielle en oxygène, c'est-à-dire une hypoxémie inférieure à 55 mm de mercure, au cours là aussi de l'épisode aigu, est un critère de gravité, sauf bien sûr pour les malades qui ont déjà à l'état de base en ces chiffres. Donc après la définition et le diagnostic et l'évaluation de la gravité de l'exacerbation, on va voir les facteurs de risque de survenue d'une décompensation grave de la BPCO. Donc, ceux-ci sont fonction surtout de la maladie initiale, c'est-à-dire la maladie de fond. Plus le stade de la BPCO est sévère, plus le risque de survenue d'une décompensation grave est important. Il y a aussi la notion d'un épisode similaire, c'est-à-dire d'exacerbation, récent et dont l'évolution a été défavorable. Donc le patient doit être pris en charge correctement. Et bien sûr, il faut bien le surveiller. Un autre élément, donc un autre point de risque, c'est le nombre d'exacerbations au cours de l'année quand celle-ci dépasse 3 par année. Les malades avec une colonisation bactérienne aussi ont un risque important, surtout par des germes résistants tels que le Pseudomonas aeruginosa, qui répondent mal au traitement antibiotique et donc risquent de faire des décompensations qui vont s'aggraver rapidement. Il y a aussi les valeurs du gaz du sang, j'ai déjà cité, donc l'hypoxémie importante et l'hypercapnie supérieure à 45 mm de mercure sont éléments, donc c'est des éléments de risque. Il y a aussi la dénutrition, surtout quand le patient a une BMI ou un indice de masse corporelle inférieur à 21. Ceci est un élément de mortalité importante dans la BPCO. Ainsi, le fait d'être confiné à la maison, sans bouger, avec tous les facteurs de risque thromboemboliques, sont souvent des risques importants. Il y a aussi l'âge des patients. Il y a les patients aussi sous corticoïdes au long cours. Et bien sûr, l'association à des comorbidités, c'est-à-dire qui vont donc demander, c'est-à-dire dont on doit stabiliser pour éviter donc le passage vers une décompensation d'une exacerbation simple. Et on n'oublie pas aussi la cause proprement dite de l'exacerbation. Par exemple, si le malade fait une embolie pulmonaire sur un poumon déjà détruit, c'est-à-dire emphysémateux important, et donc le pronostic va être très grave puisqu'il va y avoir une hypoxie importante. Donc la prise en charge de cette exacerbation
doit se faire en parallèle avec la prise en charge thérapeutique pour ne pas retarder la prise en charge. Parmi les causes donc, ou les facteurs déclenchants de l'exacerbation et de la décompensation, on a surtout la surinfection bronchique. Mais il faut savoir que toutes les exacerbations ne sont pas d'origine infectieuse, bien que celle-ci, donc, elle demeure la plus fréquente. Parmi donc, les infections, on a surtout les surinfections d'une bronchite virale, et les germes qu'on va retrouver le plus, c'est surtout le streptocoque, l'hémophilus, mais d'autres germes peuvent être donc retrouvés, d'autant plus que le patient a été hospitalisé. C'est-à-dire, plus le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises, plus il va y avoir un risque d'avoir un nombre important qui va coloniser les bronches et bien sûr entraîner des infections. Il y a aussi donc les pneumonies, et donc le diagnostic sera fait surtout sur les signes d'exacerbation, la toux, l'expectoration, généralement purulente, la fièvre et bien sûr une image à la radiologie. Le traitement nécessite obligatoirement une antibiothérapie. Pour les autres causes infectieuses, même extrapulmonaires, donc peuvent entraîner une décompensation de la BPCO. Par exemple, si le malade fait une infection urinaire, il va y avoir de la fièvre, donc une polypnée, donc il va faire travailler un petit peu le poumon qui est déjà dans un état fatigué, réalisant donc une petite exacerbation. Les autres causes, donc l'embolie pulmonaire, et donc le diagnostic généralement dans des exacerbations graves qui évoluent rapidement vers une décompensation si le traitement n'est pas établi rapidement. Il y a aussi le pneumothorax qui peut provoquer une décompensation grave, surtout si le malade présente des lésions d'emphysème étendu ou que celui-ci soit à un stade d'insuffisance respiratoire chronique. Il ne faut pas oublier aussi les facteurs médicamenteux, surtout les tranquillisants c'est-à-dire les antidépresseurs et les sédatifs, donc qui vont entraîner une dépression du centre, c'est-à-dire de la ventilation, le centre bulbaire de la ventilation chez des patients qui présentent déjà une hypercapnie. Parmi les médicaments, il y a aussi des bêta-bloquants, donc qui risquent d'entraîner des exacerbations chez les patients qui présentent une hyperréactivité bronchique. Il faut faire très attention également aux antitussifs qui vont entraîner un encombrement bronchique par l'arrêt de la toux. Donc le patient il ne peut pas expectorer. Or, dans le cas de la bronchite chronique, le patient il a déjà des sécrétions qui sont très importantes et qui l'encombrent au niveau des bronches. Il ne faut pas oublier aussi le débit de l'oxygène, surtout pour les patients qui prennent une oxygénothérapie au long cours à domicile. Ces patients présentent une insuffisance respiratoire chronique, on doit toujours mettre un faible débit d'oxygène. Pour les autres causes, il y a aussi l'apnée du sommeil. Donc, la perturbation du sommeil va entraîner un retentissement, elle va retentir sur les performances de l'éveil du système respiratoire. Et bien sûr, donc, il va y avoir une petite dépression du centre de la ventilation. Aussi, donc, ça va aggraver, c'est-à-dire approfondir et aggraver l'hypoxémie déjà préexistante. Et également, donc, l'apnée du sommeil peut entraîner une polyglobulie secondaire. Pour les autres facteurs qu'il faut prendre en considération, la chirurgie abdominale, sus-ombilicale ou sous-ombilicale, mais surtout la chirurgie thoracique, que ce soit à thorax ouvert ou par thoracoscopie. Aussi, les traumatismes thoraciques peuvent déclencher des exacerbations et des décompensations, voire les pics de pollution atmosphérique. On arrive donc au chapitre de traitement. Donc, il faut d'abord faire le choix du lieu de la prise en charge.
Est-ce qu'on doit prendre le malade en charge à domicile? Est-ce qu'il doit être hospitalisé? Quels sont alors les éléments qui vont donc influencer ce choix? C'est beaucoup plus les comorbidités. Plus le malade il a des comorbidités, par exemple un problème cardiaque, un diabète, etc., plus le risque d'évolution d'une simple exacerbation vers donc une décompensation, et donc là, ça nécessite une hospitalisation. Il y a aussi les facteurs sociaux, on a les SDF, les sujets, c'est-à-dire qui n'ont pas un domicile fixe, donc on doit les hospitaliser pour essayer de les contrôler. Donc il dépend également de la sévérité, c'est-à-dire du fond de la maladie, la sévérité de la maladie de fond, c'est-à-dire s'il y a un malade qui est déjà au stade d'insuffisance respiratoire, donc il va faire plus, c'est-à-dire une décompensation par rapport à un sujet qui est un stade donc léger ou modéré. Et bien sûr, c'est-à-dire la cause de l'exacerbation, elle doit être prise en considération. On commence par la prise en charge donc en ambulatoire. Donc il faut donner un traitement et bien sûr il faut évaluer le malade après 24 à 72 heures pour voir s'il répond, c'est-à-dire au traitement. Si on détecte par exemple un seul élément de gravité, il faut l'hospitaliser. Donc voilà, donc les malades qu'on hospitalise, c'est les malades qui n'ont pas répondu à une exacerbation traitée en ambulatoire ou qui présentent d'emblée une décompensation. C'est-à-dire ils ont un signe de gravité d'emblée qui va nécessiter donc l'admission du patient ou son hospitalisation, soit dans un service de réanimation ou de soins intensifs. Quelles sont alors les modalités thérapeutiques proposées? Donc toutes les exacerbations doivent bénéficier d'une oxygénothérapie. En plus de l'oxygénothérapie, donc on a les bronchodilatateurs. On a deux types de bronchodilatateurs. C'est les bronchodilatateurs, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, surtout le salbutamol ou la terbutaline, et bien sûr les anticholinergiques. Donc ils sont recommandés en première intention. Il faut toujours privilégier la voie inhalée. Pour les bases xanthiques, c'est-à-dire telles que la théophiline, ils n'ont pas, c'est-à-dire trouvé leur place dans le traitement de la décompensation ou de l'exacerbation de la BPCO. Pour les malades qu'on décide donc de traiter en ambulatoire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ont déjà un traitement, s'ils ont déjà un traitement de fond, il faut augmenter les doses. On augmente les doses. Si le patient, c'est-à-dire s'améliore, c'est bon. Sinon, on rajoute un deuxième bronchodilatateur. Si le malade, même après le rajout du deuxième bronchodilatateur, il ne répond pas, là, il faut discuter au cas par cas une hospitalisation. Maintenant, pour les malades qui sont pris en charge à l'hôpital. Généralement, donc, on donne une nébulisation avec toujours des bêta-2 agonistes. Et si le malade ne répond pas, on associe un anticholinergique, la même chose. Si on a apparition de signes de gravité et que le malade ne répond pas, là on peut, c'est-à-dire décider d'une admission dans un service de réanimation. Quant aux corticoïdes, ils ne doivent pas être prescrits systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début que la majorité des exacerbations sont d'origine infectieuse. Et on sait que les corticoïdes entraînent une immunodépression, donc ils vont favoriser l'infection. Mais si le malade, par exemple, c'est-à-dire il ne répond pas, et malgré le traitement, c'est-à-dire on a une persistance des signes cliniques, ou voire même apparition des signes de gravité, là, il faut mettre le malade sous corticoïdes, généralement à dose modérée, 0,5 mg par kilo et par jour, d'équivalent de prednisone. Donc j'ai dit pendant 5 à 10 jours, soit par voie générale, et il faut toujours, c'est-à-dire favoriser la voie inhalée pour bien sûr limiter les effets secondaires. Quant à la kinésithérapie, elle n'est pas indiquée dans les exacerbations aiguës et les décompensations. Mais dès que le malade se stabilise, elle devient indispensable, ainsi qu'une séance de réhabilitation.
Pour les antibiotiques, donc, on a dit que c'est vrai que l'infection, c'est-à-dire les origines des exacerbations sont beaucoup plus d'origine infectieuse, mais d'autres facteurs peuvent entraîner des exacerbations, donc l'antibiothérapie n'est pas systématique. Mais elle reste justifiée en cas de présence des 3 critères suivants. L'augmentation du volume, c'est-à-dire il va y avoir une augmentation du volume des expectorations, et c'est-à-dire s'il y a un changement de couleur dans l'expectoration qui était muqueuse et elle va devenir purulente, soit qu'il y a une majoration de la dyspnée. Ces signes ou ces critères sont appelés les critères d'Anton-Nissen. Si on a les 3 critères, on est en droit de mettre d'emblée le malade sous antibiothérapie. Également, l'antibiothérapie est justifiée si on a 2 critères d'Anton-Nissen chez un malade qui présente une insuffisance respiratoire. Maintenant, pour le choix de l'antibiotique, quand le sujet, c'est-à-dire il est sans risque, c'est-à-dire il n'y a pas de comorbidité, il ne prend pas beaucoup c'est-à-dire il n'a pas pris beaucoup d'antibiotiques en ambulatoire, et donc on va commencer avec une amoxicilline, voire un macrolide. Maintenant, si le malade, par exemple, il a déjà pris des antibiotiques en ambulatoire ou il a des facteurs de risque, des comorbidités, là, il faut associer à l'amoxicilline l'acide clavulanique, type donc augmentin, soit il faut passer directement à une céphalosporine de 2e, voire 3e génération. Et bien sûr, on a une autre famille d'antibiotiques qu'on peut prescrire, c'est les quinolones. Donc, il faut pas, pour la durée, il ne faut pas dépasser 7 à 10 jours. Maintenant, là aussi, c'est discuté cas par cas. Si par exemple un malade il a un problème cardiaque, c'est-à-dire une insuffisance ventriculaire gauche ou une décompensation d'un CPC, là il faut rajouter des diurétiques. La prévention de la maladie thromboembolique doit être donc faite chez tous les malades alités, chez tous les malades hospitalisés, car c'est-à-dire le risque de voir donc une complication rapide d'embolie pulmonaire peut survenir rapidement. Quant à la rénutrition, donc elle est inclue généralement dans les programmes de réhabilitation. Donc il faut penser à rénutrir les malades qui sont maigres. Bien sûr, on doit toujours faire des ionogrammes pour voir le malade s'il est en hypocalémie, en hyponatrémie, etc. Donc il faut faire une correction des désordres hydroélectrolytiques et métaboliques. Bien sûr, s'il y a un diabète, s'il y a de la tension, s'il y a une hyperlipémie, etc. Pour le dernier point du traitement, c'est l'assistance ventilatoire mécanique, soit par intubation ou par VNI, c'est-à-dire ventilation non invasive, le plus souvent à l'aide d'un masque, ici CPAP. Soit elle est, c'est-à-dire indiquée d'emblée quand il existe des signes de menace vitale à court terme, c'est-à-dire quand le malade présente des éléments c'est-à-dire neurologiques, des épuisements musculaires, quand il y a, c'est-à-dire les signes d'insuffisance respiratoire aiguë importants, tels qu'un tirage, une respiration paradoxale, et voire état de choc.